Je m'appelle Grégoire Perra. Je vais parler des écoles Steiner-Waldorf et je vais en parler à plusieurs titres. Tout d'abord en tant qu'ancien élève de ces écoles, ayant effectué la plupart de sa scolarité dans une école Steiner-Waldorf de région parisienne, et également en tant qu'ancien anthroposophe qui a été impliqué dans les plus hautes sphères de ce mouvement international qu'est l'anthroposophie. J'en parle parce que j'en suis sorti. J'en suis sorti au terme d'un long processus de réflexion qui m'avait été commandé par les instances de l'anthroposophie elle-même, en France et également à l'international, qui m'avait chargé de réfléchir à la promotion de l'anthroposophie, la formation à l'anthroposophie. Et c'est à l'issue de ce travail de réflexion sur la promotion de l'anthroposophie que j'ai compris ce qu'il en était réellement, ou du moins que j'ai commencé à comprendre ce qu'il en était réellement, que j'ai posé ma démission de la Société anthroposophique, que j'ai commencé à réfléchir sur mon passé, sur ma scolarité dans les écoles Steiner-Waldorf, sur également mon engagement de professeur dans ces écoles, et que, au bout d'un moment, j'ai décidé de témoigner de ce que j'avais vu et compris à l'intérieur de ces écoles Steiner-Waldorf. J'en suis sorti donc par un travail de réflexion. Ça me semble important à préciser. Parce que on m'avait commandé de réfléchir à ces écoles, mais bien sûr, on m'avait commandé de réfléchir dans un certain sens. Il fallait que ma réflexion aille dans une certaine direction et pas dans une autre. Le problème avec la pensée, c'est qu'elle va là où elle doit aller et non pas là où on lui dit d'aller. Je veux dire par là la vraie pensée. Elle va là où elle doit aller. Et la mienne est allée là où elle devait aller, où elle voulait aller, c'est-à-dire elle voulait aller vers la vérité au sujet des écoles Steiner-Waldorf et de l'anthroposophie. Et la vérité telle que je l'ai perçue, du moins, c'est celle d'institutions scolaires créées dans le seul but de promouvoir une nouvelle religion nommée anthroposophie, sous des dehors, sous des apparences d'écoles pratiquant une pédagogie innovante et alternative. Je précise que j'ai fait l'objet d'une accusation, d'une mise en examen pour diffamation suite à mon témoignage qui était paru en juillet 2011 dans la revue Bulle et sur le site de l'UNATFI, que la 17e chambre correctionnelle de Paris a reconnu la bonne foi de mon propos et la légitimité de mon témoignage, et qu'elle a même précisé dans les attendus du jugement que loin d'être, comme le prétendait la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France, bien loin d'être le fruit d'une haine féroce ou d'une rancœur quelconque, personnelle à l'égard de ces écoles en général, le fruit de ma réflexion est issu d'une réflexion philosophique sur la promotion de l'anthroposophie, notamment à travers les écoles Steiner-Waldorf. Je cite les attendus du jugement. Donc, si j'en parle,
aujourd'hui, c'est parce que il me semble qu'il y a encore trop peu de gens qui ont compris quelle était la vraie nature de ces écoles. Il y en a, il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul sur Terre à avoir découvert ce genre de choses, non. Il y a le travail de Dan Dugan, par exemple, aux États-Unis. Dan Dugan est un ancien parent d'élèves d'une école Steiner-Waldorf en Amérique, qui a réalisé, parce qu'il s'y a intéressé de près, parce qu'il a posé trop de questions, qui a réalisé ce qu'il en était réellement, qui a fondé une association qui s'appelle PLAN, People for Legal and Non-Sectarian School. Il y a Roger Rowling, qui a créé un site très très bien documenté, très très bien informé sur les écoles Steiner, Waldorf et l'anthroposophie, c'est au Waldorf Watch. Il y a le travail de Yves Casgrain au Canada. Il y a encore d'autres personnes qui ont fait un travail de dévoilement de la vérité au sujet de ces écoles. La particularité de ce que moi j'ai à dire, c'est que moi j'ai été à l'intérieur de ces écoles et de l'anthroposophie. Et j'en témoigne de l'intérieur. Je témoigne de ce que j'ai compris de ces écoles de l'intérieur. De l'intérieur en tant qu'élève, c'était le cas également de Roger Rowling, mais également de l'intérieur en tant, et ça c'est plus rare, de l'intérieur en tant qu'ancien professeur de ces écoles, ancien anthroposophe ayant collaboré avec les plus hautes instances de l'anthroposophie à travers le monde. J'en témoigne donc parce que je pense que les gens, au fait de la vraie nature de ces écoles, sont encore trop peu nombreux, que les autorités qui devraient faire un travail vigilant à ce sujet ne le font pas, ou pas suffisamment, sinon le public serait mieux informé, et visiblement il ne l'est pas. Et donc qu'il y a un véritable travail à faire à ce sujet aujourd'hui. Moi je le fais parce que je peux le faire, et parce que je m'en sens le devoir de le faire. Et voilà, il s'agit de mon point de vue. Il s'agit d'un point de vue nourri par l'expérience, une expérience particulière, hein. Passer 30 ans de sa vie dans ce genre de mouvance, c'est quelque chose qui marque, et en sortir aussi, c'est quelque chose qui marque, dans un autre sens. Et je pense que ce dévoilement progressif de la nature véritable de ces écoles, finalement, est inévitable. Et je ne pense pas que, même avec des procès comme elle a pu m'en faire, les instances représentatives de ces écoles pourront longtemps empêcher le dévoilement de cette vérité, parce que il est en train de se faire, il est en train de se produire partout dans le monde, et les gens se parlent. C'est dû beaucoup à Internet, hein, des informations qui restaient isolées les unes des autres jusqu'à présent se recoupent, et on prend conscience de leur similitude. Et je ne pense pas que les autorités compétentes pourront longtemps éluder la question de se confronter frontalement à ces écoles. Parce que, elles aussi, il en est de leur devoir. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de 2 points concernant les écoles Steiner-Waldorf.
c'est d'une part la question de l'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf. C'était le cœur du propos de mon article paru sur le site de l'UNATFI, auquel je vais ajouter d'autres éléments de ma réflexion qui s'est poursuivie depuis lors, depuis la parution de cet article, parce que le travail n'est pas terminé. La petite partie de l'iceberg émergé est minuscule, mais la partie immergée est monstrueuse, gigantesque. Et l'autre point dont je vais parler, c'est la question de la dissimulation de la vraie nature de ces écoles. Alors le premier élément que je voudrais tenter de caractériser pour décrire ce processus d'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est la confusion volontaire entre le mythe et l'histoire dans les cours d'histoire qui sont dispensés dans ces écoles. Le procédé est assez subtil et ne se comprend que lorsqu'on connaît l'anthroposophie. Je m'explique. Quand les professeurs d'une école Steiner-Waldorf donnent un cours d'histoire, ils vont bien souvent le faire en introduisant des références à des mythes ou en entremêlant le mythe et l'histoire. Par exemple, dans un cours sur la Grèce antique, on va présenter les choses de telle manière qu'à certains moments, on ne saura pas exactement si un mythe est évoqué comme un fait réel ou comme un fait imaginaire. On va parler par exemple des centaures, du mont Olympe, où vivent les dieux. Mais les dieux y vivent-ils vraiment sur le mont Olympe? Et les centaures ont-ils réellement existé? Ça, un enfant dans une école Steiner-Waldorf aura du mal à le savoir. Parce que tout sera fait pour entretenir une certaine confusion à ce sujet. Un adulte, quand il se penchera sur un cahier d'un de ses élèves, lui se dira « Bon, oui, le professeur a fait une allusion à un mythe que l'élève a intégré dans son cours sans préciser qu'il s'agissait d'un fait imaginaire. Mais bien sûr, c'est un fait imaginaire. On n'imaginerait pas que le professeur l'ait présenté comme un fait réel. Eh bien si, c'est ce qui se passe. Pourquoi font-ils cela? Parce que pour l'anthroposophie, les mythes sont des faits réels. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que pour les anthroposophes, les centaures aient existé ou que les dieux s'abreuvaient de nectar sur le mont Olympe, comme on le voit parfois dans des films. Non. Cela veut dire que pour les anthroposophes, les mythes traduisent de manière symbolique des faits réels. Donc, quand on raconte un mythe, un événement historique aux enfants, on va aussi raconter le mythe qui, à sa manière, pour les anthroposophes, raconte de façon symbolique un événement réel. Un événement réel qui se serait passé, non pas sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Cette confusion entre le mythe et l'histoire va rendre dans l'esprit de l'élève très poreuses les frontières entre l'imaginaire et la réalité, entre la religion et la réalité. Et c'est une marque qui va
engrammer sa façon de penser. Un deuxième élément constituant le processus d'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf est à mon sens produit par l'omniprésence dans le cours de cette scolarité de cérémonies. Alors on les appelle fêtes. Quand les pédagogues Steiner-Waldorf présentent ces cérémonies, ces petits cultes aux parents et aux autorités, ils parlent de fêtes. Dans ces écoles, on fête la Saint-Michel, la Saint-Jean, Noël, Pâques, la Saint-Antoine, la Saint-Martin, la Sainte-Lucie, etc., etc. Énormément de fêtes, entre guillemets, dans les écoles Steiner-Waldorf. Sauf que quand on examine de près ces différentes fêtes, on s'aperçoit qu'il s'agit en réalité de cérémonies symboliques se rapportant à des contenus de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. L'explicitation du sens de ces cérémonies n'est jamais dit ouvertement, bien évidemment. Mais quand vous les vivez chaque année de manière identique, ces différentes fêtes finissent par vous parler, finissent par vous communiquer quelque chose de leur contenu. En tant qu'ancien élève, je peux dire que on finit par être imprégné par l'esprit de ces fêtes. Et puis, par de discrètes allusions, les professeurs disent ce que ces fêtes représentent. Et donc, ces fêtes représentent des contenus symboliques de l'anthroposophie. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes traditionnelles, loin de là, même si elles en ont toutes les apparences. Ce sont des fêtes anthroposophiques. La Saint-Michel est une fête anthroposophique pour symboliser des contenus ésotériques de Rudolf Steiner. La Saint-Jean également, c'est-à-dire cette cérémonie où les élèves, un samedi aux alentours de la Saint-Jean, se réunissent à l'école et vont commencer à sauter autour du feu. Alors on pourrait se dire, oui, c'est une fête traditionnelle des reprises réintégrées dans le cursus scolaire de ces écoles, pas du tout. Quand on lit par exemple 4 imaginations cosmiques d'Archange, un titre d'un ouvrage de Rudolf Steiner, où celui-ci parle des saisons et de leur importance selon lui pour l'être humain d'un point de vue occulte, on s'aperçoit que le fait de sauter autour du feu a une signification anthroposophique bien précise, tout à fait ésotérique, on peut même dire que c'est un caractère initiatique, et que donc les élèves de ces écoles sont invités à participer à une cérémonie dont la symbolique est anthroposophique. Alors un autre aspect encore de cet endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est le procédé consistant à créer une défiance de la part des élèves à l'égard du monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'école elle-même et tout ce qui appartient aux instances de la société. Le procédé va consister par exemple à organiser, lorsque des inspecteurs viennent dans les classes, inspecteurs de l'éducation nationale ou des inspecteurs des services sanitaires et sociaux,
Le procédé va consister à organiser des faux semblants. Par exemple, un professeur qui va être inspecté mais qui n'a pas les diplômes requis alors qu'il a en charge une classe dans une école Steiner-Waldorf tout au long de l'année, se fera remplacer le jour dit, le jour de l'inspection, par un professeur qui lui a les diplômes, et on va demander aux élèves de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire comme si ce professeur était leur professeur habituel alors que c'est la première fois qu'ils le voient dans leur classe. Je l'ai vécu en tant qu'élève, je l'ai vécu aussi organisé en tant que professeur, et on en parlait parfois avec beaucoup de satisfaction dans les réunions de professeurs quand on évoquait ces inspections où les inspecteurs n'avaient vu que du feu et s'étaient laissés berner. Évidemment, dans l'esprit d'un élève, quand il assiste plusieurs fois de suite à ce... Par contre, c'est pas qu'il assiste d'ailleurs, quand il participe plusieurs fois de suite à ce genre de procédé, cela le conforte dans l'impression que le monde extérieur est vraiment quelque chose d'hostile, que les inspecteurs sont des êtres méchants qui viennent tenter de faire des ennuis à leur école, et qu'il faut se méfier le plus possible de tout ce qui vient de l'extérieur, de la société. Moi, j'ai vécu en tant qu'ancien élève, j'ai vécu pendant des années avec cette défiance profonde, chevillée au corps, à l'égard de toutes les institutions de mon pays, de la société, que je percevais comme mauvaises, comme potentiellement dangereuses, à qui je n'accordais aucune confiance. Et évidemment, quand on ne fait pas confiance aux instances de la société, on ne fait finalement pas confiance aux lois de la société, aux règles de la vie commune.